Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et d'accueillir notre invité Raphaël Enthoven. Bonsoir Raphaël. Vous le connaissez tous, Raphaël Enthoven est philosophe, essayiste, animateur de radio et de télévision, agrégé de philosophie, il a enseigné dans les lycées, les universités, ainsi qu'à Sciences Po et Polytechnique, alors auteur de nombreux essais. Néanmoins, ce soir, on le reçoit pour son deuxième récit, Krasnaïa, une satire animalière qui dépeint, non sans humour évidemment, les petits travers de nos idéologiques de notre temps. Raphaël Enthoven. Je donne rapidement le pitch, vous voulez bien, sans tout déflorer, évidemment. Après une catastrophe ayant chassé la majorité des humains, les animaux de cette terre, en tout cas de cette ville, de cette région, dont on parlera après, se sont organisés en communautés plus ou moins égalitaires, élisant un anima. Là arrivent évidemment des querelles identitaires que l'on décode assez rapidement. D'ailleurs, vous donnez un glossaire des doctrines pour qu'on s'y retrouve un petit peu, comme ça on n'a pas besoin de prendre note toutes les 3 secondes, quoique. Le femélisme, qu'on pourrait attacher au féminisme évidemment, l'albinisme, l'antiracisme, l'animalisme, le nationalisme, voire le suprémacisme, et même le fraternoragisme, l'islamo-gauchisme. Bon, on va commencer par le mot. Krasnaïa, ça vient d'où, ça, Krasnaïa, ça vient du russe. Krasnaïa Plochad, en russe, c'est la place rouge. En réalité, le nom de la cité, enfin de cette communauté animalière, vient des bouleaux du bois rouge, qu'on appelle le bois rouge, parce qu'ils sont rouges au tronc. Et c'est comme ça que le nom est resté. Et puis tout commence par un feu, donc c'est et tout commence par un feu. Tout commence par un feu dans le bois rouge, un feu dont la communauté animale, qui pose un grave problème à la communauté animale, c'est-à-dire qu'à part les blessés, se pose la question de savoir s'il n'y a pas un criminel parmi eux, ce qui pour l'instant faisait l'objet d'un déni collectif. C'était pas la faute, mais c'est la faute de l'un des leurs, on le découvre. C'est la faute de l'un des leurs parce que c'est un feu qui n'est précédé d'aucun orage. En général, il y a toujours un orage qui précède le feu et du coup, quand un incendie se déclenche, les animaux en profitent pour manger de la viande cuite en attendant que le ciel envoie des libellules pour éteindre les flammes sous une pluie rouge. Et là, alors évidemment, les libellules arrivent, les flammes sont éteintes, etc. Mais il n'y a pas eu d'orage. C'est donc qu'il y a bien un animal qui a tenté de mettre le feu, qui a voulu mettre le feu. Il y a donc un criminel parmi eux. Et toute la société, toute la communauté, depuis sa création, depuis qu'il faut organiser la vie entre herbivores et carnivores, repose sur la négation de la culpabilité. Ils reconnaissent les morts, éventuellement les meurtres, mais il n'y a pas de coupable. Ou alors quand on tombe sur un coupable, on l'excuse, on l'explique, etc., etc. Et là, on est confronté à quelqu'un qui a mis le feu à une prairie. Comment on fait ? Alors, vous ne vous en cachez pas, vous avez été fasciné par La ferme des animaux de George Orwell. Sur le bandeau du récit, d'ailleurs, la phrase célèbre « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». Pourquoi avoir voulu, à votre tour, proposer un récit comme George Orwell l'avait fait et quel était le point de départ, l'étincelle ? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce qu'Orwell se lit à tous les niveaux. Orwell se lit à la fois au premier degré comme une histoire d'animaux marrante. Enfin, La ferme des animaux peut se lire à la fois... Les enfants doivent le lire chez nous. Les enfants peuvent le lire à 9 ans, 10 ans, il n'y a aucun problème. On le lit comme une histoire drôle, comme une histoire amusante, comme une sorte de planète des singes. Bon. Et puis, on peut aussi accéder au second niveau. C'est la même chose avec La peste de Camus, qu'on peut lire comme un combat contre une maladie, comme le combat contre la peste brune. Et ces deux niveaux de lecture font que j'y tenais beaucoup, en fait. Ça me paraissait un point très important. Le second point, à mon avis très important, c'est que Orwell décrit des dictatures et renseigne sur nos démocraties. Il renseigne, dans 1984, on parle de cancel culture, à la façon d'Orwell. Dans la ferme des animaux, les propagandes qu'il décrit ressemblent au despotisme sournois qu'on trouve en démocratie. Et puis, ce qui a donné ce qui m'a donné envie de l'écrire, c'est le constat qu'à Tchernobyl, dans la zone d'exclusion autour de Pripyat, la ville qui avait été construite autour de la centrale, dans les environs. La radioactivité étant un problème nul pour les animaux prolifèrent, prospèrent. Donc il y a des loups, des lynx, des bisons, des ours, des serpents, tout ce qu'on voudra. Et ça, c'est un fait avéré, vous ne l'avez pas inventé. Tout à fait, ça c'est un fait avéré. Et ce qui est avéré également, c'est qu'une grande partie de la population est albinos. Ce qui me donnait, moi, tous les éléments d'une transposition. Voilà. Alors, vous pensez que ce récit, vous auriez pu l'écrire il y a 10 ans, 20 ans, voire 5 ans, ou c'est aujourd'hui où on arrive quand même à... Non, j'aurais pu l'écrire, mais je ne l'aurais pas écrit de la même manière. De nos problèmes. J'aurais pu l'écrire, mais je ne l'aurais pas écrit de la même manière. D'abord parce que moi-même, j'étais moins pétri de l'urgence qu'il y a à défendre la République et la démocratie, parce que je les sentais moins attaqués.
Alors peut-être était-ce une illusion d'ailleurs, mais enfin bon, le fait est que j'en voyais moins l'urgence. Et puis parce que l'âge identitaire que nous vivons aujourd'hui n'était pas encore si prégnant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il lui semblait ahurissant que quand quand la rédaction d'un journal satirique est décimée, certaines personnes s'aventurent à dire qu'ils l'ont peut-être pas volé. Il y a quelques années, il lui semblait ahurissant que quand une fille se fait agresser dans la rue, on lui reproche la taille de sa jupe. Il y a quelques années, il lui semblait invraisemblable qu'on réclame le droit de porter un vêtement sexiste dans des salles de classe. Et ainsi de suite. Et c'est la montée en puissance de ces questions-là. Et puis surtout, il y a quelques années, il eût été impensable que la gauche de France se mette à soutenir des intégristes, des islamistes et à noyer un péril objectif dans des considérations sociologiques. Et c'est l'apparition de tout ça aussi qui a dicté chez moi l'urgence de l'écrire et le sentiment qu'il fallait, pour lutter efficacement contre ça, en montrer les mécanismes mortifères. Vous commencez par une table rase, puis une guerre civile avec une victoire des herbivores, ce qui est étonnant parce qu'effectivement, ça bascule. La loi du plus fort c'est pour ça, bascule. C'est très important. En fait, au départ, quand les hommes s'en vont, quand les humains s'en vont, il reste les animaux. Et il y a une guerre qui immédiatement surgit entre herbivores et carnivores. Et les herbivores sont gouvernés par Zosime, enfin sont dirigés par Zosime, chef de guerre, et ils reçoivent le coup de main providentiel des faucons. Parce que le dimorphisme des faucons est à l'avantage des femelles. Or, comme les herbivores sont pour l'égalité mâle-femelle, le fait que le dimorphisme des faucons soit à l'avantage des femelles fait que soudain des prédateurs qui sont en haut de la chaîne alimentaire se mettent à soutenir les herbivores. Et du coup, les herbivores l'emportent. Et c'est très important que les herbivores l'emportent parce que les herbivores ont besoin de lois. Alors que les carnivores n'ont besoin que de la loi du plus fort. Donc les herbivores ont besoin, eux, pour survivre, d'introduire de l'égalité dans l'animalité. Donc le fait que les herbivores l'emportent fonde la communauté ordonnée de Krasnaïa, selon des principes qui sont des principes égalitaires. Et démocratiques. Et démocratiques. Et absolument démocratiques. Reste que, évidemment, après, c'est là que les problèmes commencent. C'est pas là que les problèmes s'achèvent. Mais vous évitiez le totalitarisme, en tout cas. La loi du plus fort, c'était une dictature. Mais c'est-à-dire que parmi les problèmes, il y a le fait que la loi du plus fort, que tout le monde est convaincu d'avoir bannie, revient au grand galop à chaque fois dans la communauté des animaux, par la porte, par la fenêtre, par là où on l'a chassé, et qu'il est beaucoup plus difficile qu'il ne pense de faire l'économie de la loi du plus fort dans un régime qui se veut égalitaire. Alors, on parle démocratie, on parle liberté, on va en reparler. Vous avez, profité de toute cette liberté pour écrire ce récit? C'est différent que d'écrire un essai, de se baser sur d'autres pensées, d'autres philosophes. Là, alors, c'est une forme de liberté intéressante. D'abord, j'avais une liberté totale. Je me suis toujours senti libre d'écrire ce que je voulais. Mais vous savez, quand vous écrivez un essai, vous pouvez vous interrompre, vous pouvez écrire autre chose. La volonté prend avantageusement le relais du désir. Alors que quand vous écrivez un récit, que vous êtes happé par le récit que vous écrivez, d'une certaine manière, vous n'avez pas le choix d'écrire ce que vous écrivez. Et cette absence de choix est une expérience de liberté. De vraie liberté. C'est-à-dire, non pas la liberté frivole de celui qui fait ce qu'il veut, mais la liberté profonde de celui qui n'a plus le choix. Et qui est tout entier à son objet. Et c'est ça que j'ai ressenti, moi, en écrivant ce texte. L'écriture d'un récit qu'on veut drôle, qu'on s'amuse beaucoup à écrire et dont on espère que l'amusement est contagieux. C'est le but, oui, c'est de s'amuser en Bien sûr. Si vous n'êtes pas happé par ce que vous écrivez, ça ne vaut pas le coup, en fait. Alors qu'un essai fait avantageusement l'économie de ce genre d'ivresse. Vous l'avez écrit rapidement ? Oui, je l'ai écrit rapidement. Je devais l'avoir en tête depuis longtemps. Je l'ai écrit rapidement. J'ai été aidé en cela par un confinement propice à l'écriture, il faut bien le dire. Recherche sur... Parce que vous respectez quand même grosso modo le monde animal, on peut le dire. Il y a beaucoup de travail. J'ai travaillé en amateur, c'est-à-dire en amoureux et en dilettante. Mais enfin, j'ai quand même bossé un peu. Je me suis renseigné sur les animaux. Je voulais quantité de noms d'animaux. Je voulais qu'on puisse les imaginer, je voulais connaître leurs manies, leurs pratiques, leurs manières, etc. Parce que c'est pas simplement une transposition. Ils sont encore des animaux et ils sont tributaires de leurs conditions animales. Et donc je voulais faire droit à cet univers dont la fièvre, les florescences, le bruit, le vacarme, les braiements, etc. faisaient l'essentiel. C'est une grande réflexion sur nos démocraties, sur les hyper-démocraties d'ailleurs. Ça fait longtemps que
que vous réfléchissez à ces questions-là, est-ce qu'on a un point d'achoppement important là aujourd'hui? Est-ce que, on le dit, on n'arrête pas, ça fait 1 an, 2 ans, nos démocraties sont malades, elles le sont réellement, et qu'est-ce qu'il faudrait pour les sauver ou pour les Elles guérir? sont malades structurellement. La démocratie est malade par elle-même. La démocratie est un régime qui produit des pathologies qui sont en elles-mêmes antidémocratiques. C'est ce que Tocqueville, au XIXe siècle, première moitié du XIXe siècle, appelait les despotismes sournois. La démocratie est malade parce que la démocratie produit de la loi du plus fort tout en créant de l'égalité, tout en souhaitant l'égalité, parce que la démocratie flatte en chacun le sentiment que l'égalité des droits est une égalité de compétences. On en voit les effets quand aujourd'hui on regarde Doctissimo pendant 10 minutes et on fait la morale à son médecin, si vous voulez. La démocratie est malade parce que les moyens digitaux dont nous disposons aujourd'hui peuvent donner à chacun la possibilité de vivre dans un monde parallèle sans jamais en sortir. Et puis la démocratie, c'est ce régime dont la grandeur est qu'elle repose sur la médiocrité des gens. C'est un régime dont la stabilité tient au fait que vous pouvez être égoïste toute votre vie sans jamais rencontrer la loi. Si vous il n'y a pas de problème, vous pouvez ne penser qu'à vous-même dans la mesure où vous respectez la loi, il n'y a pas de problème. Et donc, vivre en démocratie impose non pas seulement de jouir d'une liberté acquise, mais de défendre le maintien d'une liberté qui, sans cela, culmine dans l'autocensure. Et c'est à ça qu'on assiste. Si on prend par exemple en France le cas de Mila, la jeune Mila, une jeune fille qui a reçu des centaines de milliers de morts, qui vit comme une recluse et sous protection. Relayée par les réseaux sociaux, là, effectivement. Absolument. On est toujours beaucoup plus courageux à l'anonymat des réseaux sociaux. Qui vit comme une recluse et sous protection policière pour avoir dit qu'elle mettait un doigt dans le cul de Dieu. Bon. Lequel Dieu n'existant pas, si vous voulez, il ne pouvait pas s'en formaliser. De deux choses l'une, soit il a un corps et c'est pas Dieu, soit il n'existe pas et il s'en fout aussi. Donc... Mais enfin, peu importe. Et puis le blasphème n'est pas un problème en France. Il n'y a pas le droit, il n'y a pas de délit de blasphème. Donc, elle n'a rien fait de mal. Et la loi la défend en condamnant, après examen du dossier, tel ou tel harceleur. Mais ils sont des centaines de milliers. Cette jeune fille, cette jeune femme est défendue par la loi, mais elle doit être protégée par les citoyens. La seule jouissance de la liberté que la loi garantit en démocratie est suicidaire pour la liberté elle-même. On ne peut pas vivre en démocratie sans s'engager en faveur de la liberté, sans défendre la liberté. Et encore une fois, c'est l'intuition de Tocqueville. Au XIXe siècle, Tocqueville comprend que la liberté ne peut pas être le fait de se replier sur son précaré. La liberté est fatalement le fait de s'engager dans la cité. Parti, presse, association, peu importe la forme que prend l'engagement, il n'y a pas de liberté sans engagement dans la cité. C'est inévitable. Et la démocratie dépérit du sentiment que nous n'avons pas besoin de nous battre pour la liberté. Et c'est ce que je raconte. Comme disait Marc Frisch, pire que le bruit des bottes, c'est quand même le silence des pantoufles. Le silence des pantoufles est pire que le bruit des bottes, absolument. Par exemple, la France ne risque pas demain de devenir le Troisième Reich. En revanche, la France peut demain être gouvernée par des indécis, la presse peut demain être truffée de gens qui s'autocensurent parce qu'ils veulent éviter les emmerdes, et d'une certaine manière, la liberté est morte. Alors il faut renforcer cet état. Alors il faut constamment ressusciter et revivifier le droit et jouir pleinement du droit que nous avons de dire qu'on emmerde Dieu, qu'on emmerde les religions et qu'on est parfaitement libre de le penser. Et ceci est essentiel. Ceci n'est pas simplement l'expression d'une opinion, c'est la condition de la concorde, c'est la condition de la paix. La possibilité que nous avons de soumettre les instances divines à la raillerie, tout ce qui relève de l'imaginaire, à l'humour et à la discussion est une condition de liberté. À la seconde où ceci n'est plus possible et où la loi réprime ce qui choque et non plus seulement ce qui humilie, il n'y a plus de liberté. Donc c'est un enjeu de liberté en fait. La liberté n'est pas simplement la jouissance du droit de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est la jouissance active du droit de dire et de penser ce qu'on veut quand bien même ça déplairait aux autres. Alors, qu'est-ce qui pourrait remplacer la démocratie? Rien. Est-ce qu'il y a autre chose que la démocratie à mettre en place? Non, il n'y a pas d'autre horizon. C'est tout le problème. C'est que c'est un double problème. D'abord, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas mieux. Et même ceux qui critiquent la démocratie le font au nom de la démocratie. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a des tas de gens pour dire on vit en dictature. Donc c'est au nom de la démocratie qu'ils critiquent la démocratie. Alors après, bon, il
faut s'interroger sur le désir qu'on a de penser en démocratie, qu'on vit en dictature. Et justement, là, vous comme parlez une- des antivax. par exemple les antivax, mais pas que. Les gilets jaunes aussi, c'était pareil. Oui. C'est-à-dire l'idée qu'on On nous vit en impose des lois dictature. liberticides Que signifie pour le notre fait- bien. Mais c'est-à-dire que signifie le fait de croire qu'on vit en dictature dans un monde où la loi est la même pour tous et où les gouvernants sont élus et où les lois sont votées par un Parce parlement. qu'on aura envie de dire... Va en Corée du Nord, mon garçon. Va en Chine, va en Russie. Oui, mais on ne peut pas faire le bien des gens contre leur... Non, contre leur liberté. leur liberté. Voilà, contre leur liberté. Et puis, mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'en démocratie, on s'ennuie. Ça signifie qu'en démocratie, on n'a pas d'horizon, on n'a pas d'au-delà. La difficulté de la démocratie, c'est que c'est un régime qui vous libère tout en vous privant d'horizon, tout en vous privant d'au-delà. Vous êtes libre dans un aquarium. Et le désir que l'on a de penser que nous vivons en dictature est aussi une façon de donner un sens à sa vie, est aussi une façon d'occuper sa vie. De la même manière que Tocqueville disait que sans religion, les démocraties dépérissaient parce que les religions rendaient le sens de l'espérance et servaient d'au-delà à un monde qui n'en a plus. Et qui, pour cette raison, et avait pour cette raison une fonction très importante dans la construction même, dans la colonne vertébrale d'une société. Mais une démocratie nous expose au péril majeur d'une liberté sans adversaire. Un des grands pays démocratiques qu'on a toujours regardé comme un modèle, les États-Unis, vous dites, bah oui, la démocratie nous ennuie, on s'embête, pas tellement. Là, on a vécu pendant quelques années avec un Donald Trump qui nous amusait beaucoup. Mais c'est parce qu'il a précisément voulu, c'était une remise en cause de la démocratie elle-même. Alors, c'était déguisé en hyper-démocratisme, puisque Donald Trump, qu'est-ce que c'est que le Trumpisme? C'est une confiscation du pouvoir déguisée en restitution du pouvoir. C'est-à-dire qu'il a fait comme s'il rendait le pouvoir à tous ceux qui n'habitaient pas à Washington, tout en conservant le pouvoir pour lui-même, selon un dispositif qui avait été décrit par Machiavel dans Le Prince, quand il recommande au prince d'enjamber les puissants, c'est-à-dire d'enjamber en fait les corps intermédiaires. Voilà, de faire un eux et nous. Voilà, pour faire un eux et nous, de faire un eux et nous avec les puissants et de s'adresser directement au peuple. Ce qui disait Machiavel avait un double avantage, c'était celui à la fois de donner au peuple le sentiment qu'on était proche de lui et dans le même temps de n'avoir aucun obstacle à l'exercice d'un pouvoir absolu. Et de fait, c'est à ça qu'on a assisté avec Trump, c'est-à-dire c'est une remise en cause de la démocratie par la démocratie elle-même. Et alors, on n'aurait jamais vu ça non plus il y a 5, même 10 ans. Et puis on terminera avec les États-Unis, mais enfin c'est quand même vers eux qu'on regarde toujours un petit peu, qu'un président soit élu comme Biden parce qu'il avait en face de lui Trump. Donc c'est pas pour un programme, pas pour des idéologies, mais contre autre chose. Alors c'est pas la première fois que ça arrive. Hollande avait été élu contre Sarkozy en France. Et puis souvent d'ailleurs le dépit ou la lassitude du candidat qui cherche son renouvellement joue souvent en faveur de l'impétrant nouveau. Ça c'est déjà vu. Le cas de Trump est quand même très particulier, très très particulier. La quantité de républicains hostiles à Trump en témoigne, c'est-à-dire qu'on était en présence d'une négation totale et concertée de l'ensemble des institutions et d'un refus ostensible, ouvert, délibéré de toute forme de réalité. L'enjeu était de recouvrir la réalité par les faits alternatifs et l'enjeu était de bannir les institutions au profit du pouvoir d'un seul homme. Donc, que le rejet de cet homme favorise son adversaire, c'est une chose. Qu'il y ait dans ce cadre-là, dans cette situation-là, un vote qui soit d'abord un vote de rejet, je peux le comprendre. Je ne le dis pas au détriment de Biden. On ne sait pas, d'une certaine manière. Enfin, on a vu en un an que Biden avait aussi des choses à offrir, mais moi, je peux comprendre que les choses se soient passées comme ça. J'aurais voté n'importe qui, moi, pour éviter un 4 ans de plus. Donc là, également une démocratie malade. Toutes les démocraties sont malades. C'est inséparable. Il va falloir qu'elles guérissent à un moment donné, non? On ne peut pas guérir. On peut pas guérir. Mais on peut continuer à vivre comme ça. C'est un régime imparfait. C'est un régime imparfait. C'est un régime constamment malade. Quand on parle des pathologies de la démocratie, une démocratie favorisera toujours le sentiment que l'égalité des droits est une équivalence des compétences. Une démocratie favorisera toujours le sentiment que les restrictions de la loi sont des entames à la loi, par exemple, et qu'on est plus libre dans un monde où il n'y a pas de loi que dans un monde où il y a des lois. Toute démocratie flatte ou favorisera le retour de la loi du plus fort sous des atours égalitaires. En cela, toutes les démocraties sont malades. L'illusion, me semble-t-il, est de croire qu'on puisse définitivement guérir une démocratie, parce que si la guérir définitivement, c'est basculer dans un régime autoritaire, ou basculer dans un régime dont la stabilité est garantie par l'autoritarisme. La démocratie est un régime en mouvement, infiniment critiquable,
critiquable en permanence et qui, pour cette raison, me paraît plus désirable que les autres. Alors, vous ne donnez pas de leçons, vous ne Non, je vous raconte mettez une histoire, pas, moi. voilà, une doctrine en avant par rapport à une autre. Et néanmoins, quel animal auriez-vous aimé être ou quel mouvement auriez-vous rejoint? Moi, je serais parmi les pédagogues. Je voudrais faire partie des pédagogues. Évidemment, C'est-à-dire que professeur. dans le livre, il y a les animaux, ce sont surtout les chats. Vous trouvez un muret. Alors voilà, il me faut un muret pour pouvoir me vautrer au soleil. Vous mais avez quand même le beau rôle, Raphaël Enthoven. le chat, c'est le beau rôle. Le pédagogue, parce que les discuteurs, comme je dis dans le livre, reçoivent du premier anima de la société la mission paradoxale de pacifier la vie à l'intérieur de la cité tout en animant les disputes. L'animate comprend que une dispute qu'on écrase n'est pas une dispute qu'on pacifie, c'est une dispute qu'on préserve. Alors qu'une dispute qu'on transforme en discussion, En débat. en Vous débat, prenez le un débat. combat qu'on fait muter en Non pas se débat, battre, mais débattre. voilà, un combat qu'on mute en débat est propice, est une œuvre de liberté collective. Et donc la tâche des discuteurs, ça n'est pas d'organiser la victoire d'une opinion sur une autre, c'est confronter à un pancrace, à des opinions qui s'aboient à la figure, c'est faire en sorte que chacune de ces opinions s'élève au rang d'argumentaire, ce qui leur permet d'avoir un terrain commun et par là même de mettre la vérité en partage. On se l'a dit à la fin du récit, les murets sont envahis d'autres discuteurs. À un moment donné, bah oui, c'est la démocratie. C'est la démocratie, c'est tout. Tout discuteur peut être discuteur et pas seulement les chats. Alors, bien sûr, avec une particularité, c'est que ce qu'on ne décide pas, c'est le courage. Ce dont on ne décide pas pour soi-même, c'est le courage. Et bien des discuteurs, n'ont pas envie de se battre avec ceux qui veulent leur place. Un monde pour lequel personne n'est prêt à mourir est un monde qui peut disparaître. Et de fait, le comportement des discuteurs à la toute fin, certains... Quand l'animate apprend que les discuteurs sont menacés par des fraterno-ragistes qui veulent prendre leur place et qui se moquent d'eux, il envoie les dogues pour les protéger, et les discuteurs eux-mêmes prennent fait et cause pour les fraterno-ragistes contre les dogues. En tout cas, certains d'entre eux. Et c'est ainsi que les murets sont perdus. Mhm. Alors là, on revient tout au problème du blasphème en France et puis de tout ce qui s'est passé après les attentats de Charlie Hebdo et le fait de plus oser parler de certains sujets. Absolument, mais c'est le vrai problème en démocratie. Le vrai problème en démocratie. Le courage du débat, de la nuance. Le problème en démocratie, c'est pas l'intégrisme, c'est pas le salafisme, c'est la peur, c'est la trouille, c'est l'autocensure. C'est la peur déguisée en refus d'avoir des emmerdes. Ou c'est la peur déguisée en pondération. Vive la liberté d'expression, mais attention au respect. Quelqu'un qui pense comme ça n'est pas quelqu'un de pondéré, c'est quelqu'un d'exténué. C'est quelqu'un d'épuisé. Et quand on dit vive la liberté d'expression, mais attention au respect, on dit merde à la liberté d'expression. C'est ça qui se passe en fait. Et le vrai danger en démocratie, ce sont les prudents. Ce ne sont pas les tarés, ce ne sont pas les fous. Les antivax, ils sont 8, les intégristes, ils sont 12. Enfin, je veux dire, non, ils sont plus que ça. Mais ils ne prospèrent que quand les indécis sont au pouvoir, que quand sont au pouvoir des souverains débonnaires comme mon Vladimir dans Krasnaïa, qui est une couille molle, en fait. Est une gentille couille molle, mais il est dangereux d'être si prudent. Oui. Donc il va falloir réveiller peut-être les jeunes générations. Est-ce que vous comptez sur eux pour aussi lire ce récit et puis prendre les choses en main? Oh, j'adorerais ça. On leur donne beaucoup de... J'aimerais ça, mais honnêtement, j'ai j'ai aucun espoir. J'y crois pas. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, je ne sais pas. Je crois à long terme à la puissance subversive des livres, mais je ne crois pas aux effets de foule. Et je ne crois pas à une réforme collective des consciences. Je crois juste à un travail indéfiniment renouvelable d'éducation, de dialogue, de pédagogie. Je crois au coup d'épée dans l'eau qu'on reproduit. J'aimerais, avant qu'on termine cette émission, Raphaël Enthoven, vous épingler sur les femélismes. Alors, il y en a 3. Donc, expliquez-nous les différents types. Et puis après, j'aimerais vous expliquer sur les attaques qui vous ont été faites. Bien sûr. Que vous connaissez mieux que les femmes, le féminisme. Les femélismes, alors, dans Krasnaïa, effectivement, il y en a 3. Il y a un premier fémélisme qui est l'allié des herbivores. Les femelles sont les alliés des herbivores, plutôt, qui revendique une égalité absolue entre les mâles et les femelles. Mais là-dessus se greffe un deuxième fémélisme qui constate que malgré ce que dit la loi, les injustices perdurent dans la société. Et que tel mâle conserve une emprise glaçante sur sa femelle dans tel ou tel endroit, et que ceci n'est pas acceptable.
Le problème, c'est que la loi ne peut pas aller si loin. Un monde où la loi réglemente la vie des familles, c'est-à-dire s'introduit à ce point dans les foyers, est un monde où la liberté est morte. Et donc pour cette raison-là, le second fémélisme ne cesse de constater l'écart entre ce que la loi demande, entre ce que la loi interdit, et ce qui continue de se passer. Et les premières féministes peuvent être d'accord avec ça. Le problème, c'est que les secondes féministes deviennent misandres avec le temps. C'est-à-dire finissent par considérer que les animaux mâles sont tous les ennemis des animaux femelles. Et à partir de là, se joue un troisième féminisme qui est comme les renards ont pris l'habitude de vivre en marge, enfin certains renards ont pris l'habitude de vivre en marge de la communauté des animaux et obligent leurs femelles à vivre queue basse pour des motifs de pudeur, on assiste à un troisième féminisme qui revendique, au nom de la liberté, pour les femelles, le droit de se soumettre. Et donc ces trois féminismes se disputent. Et alors là, pour le coup, entre le premier féminisme et le troisième, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus d'échange possible. Il n'y a pas d'échange possible entre un féminisme qui considère que l'égalité et la liberté sont des absolus et un féminisme qui considère que c'est être libre que de se soumettre. Mmh. Alors pourquoi ces attaques contre vous? Donc, est-ce que vous préconisez un féminisme plus qu'un autre? Est-ce que vous dites telle femme est une bonne féministe, telle autre est une mauvaise féministe? Non, je ne dis pas bonne ou mauvaise féministe. Je suis féministe à ma manière. Ce n'est pas telle femme ou tel homme. D'abord, le féminisme n'est pas la propriété des femmes, comme l'antisémitisme n'est pas la propriété des juifs, etc. Hein, la haine anti-arabe, enfin bref. Tout ça sont des affaires collectives, sont des enjeux collectifs. Vous êtes plutôt pour l'universalisme du féminisme? Je suis tout à fait pour l'universalisme du féminisme et j'ai tendance à penser qu'un féminisme misandre, un féminisme identitaire est un féminisme qui en réalité est l'allié objectif du machisme, du conservatisme et du sentiment que les féministes sont précisément des hystériques ou je ne sais quoi, etc. etc. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de donner raison au pire. Pour le dire très simplement, Sandrine Rousseau est la meilleure alliée d'Éric Zemmour. Voilà. Pour le dire aussi simplement que possible. Et inversement, c'est parce qu'il existe des gens comme Éric Zemmour qu'on peut être aussi bêtement féministe que Sandrine Rousseau. Et le problème qu'on a en France, il est là, il est dans cette tenaille entre deux formes de sottise, deux formes de radicalité qui se complaisent dans le reflet qu'elles offrent l'une à l'autre et au milieu desquelles on essaie, comme sur une ligne de crête, de réaffirmer les principes d'égalité et de liberté. Vous osez les mots. Vous osez dire qu'effectivement, porter le voile n'est pas une liberté. Alors je dis que c'est une liberté. C'est une liberté, mais c'est un vêtement sexiste. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sonde pas les cœurs et les reins. Il y a des gens qui disent « je décide librement de porter le voile ». Pas de problème, tant qu'on n'est pas mineur. À l'école, c'est pas possible. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'école, la liberté est en gestation. Il faut avoir les moyens de concevoir sa liberté pour ensuite choisir le chemin qu'on se donne. Une liberté. Les enfants sont moins libres que les adultes. Ils obéissent aux adultes, par exemple. Donc il est normal qu'à l'école, on entre sans gris-gris, sans colifichet, sans voile, sans main de Fatma, sans étoile de David, sans truc, sans machin. C'est pas la question, c'est pas le problème, c'est pas le lieu. Qu'ensuite, à l'université, on décide de s'attifer comme on veut, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. La loi n'a pas à sonder les cœurs et les reins. Mais, de la même manière qu'il n'appartient pas à la loi de dire que tel vêtement doit être interdit et qu'une norme vestimentaire doit être bannie, ce qui n'a aucun sens, il appartient à la loi de permettre à chacun de juger de tel vêtement et de dire ce qu'il en pense. Et on ne devrait pas être menacé parce qu'on dit qu'on déteste ce vêtement. Voilà. Je déteste ce vêtement et je défends le droit de le porter. Vous pointez aussi le fait que la jeune Mila dont vous parliez n'a absolument pas été soutenue, défendue par certaines féministes. Ah non, elle a été très mal défendue, ou très peu défendue, ou défendue du bout des lèvres. Défendue pour une raison très simple, c'est que le féminisme français, un certain féminisme français, est pris prisonnier. C'est le problème de l'intersectionnalité, si vous voulez. Sur le papier, on est d'accord sur l'idée que les oppressions marchent ensemble et que les emmerdes volent en escadrille. On peut comprendre ça. Le problème, c'est quand il faut choisir entre féminisme et antiracisme et que soudain, on sacrifie les droits des femmes. On sacrifie les droits des femmes, les droits des fillettes, à un antiracisme devenu fou qui interprète comme raciste le fait de détester le port du voile, par exemple. Ceci, et qui repose sur une confusion savamment entretenue entre blasphème et racisme, qui est tout entière contenue dans ce faux mot d'islamophobie,
Tout ceci fabrique une pelote cancéreuse pour la démocratie qu'il faut constamment disséquer, démontrer et déplier pour que les gens voient qu'ils aient sous les yeux ce qu'il y a de mortifère là-dedans. Alors continuons. Et j'invite chacun à lire pour continuer le combat avec cette volonté. C'est évidemment de lire Raphaël Enthoven, Krasnaïa, un récit aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci Raphaël à vous, c'était un plaisir d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.